L'œil est composé d'un globe oculaire et de ses annexes. Le globe oculaire est formé de 3 tuniques. La tunique la plus externe, nommée tunique protectrice, présente la sclérotique, qui est la partie blanche de cette tunique, et la cornée, qui est la partie transparente antérieure visible de cette tunique. Et la tunique vasculaire, ou lougée, présente l'iris, qui est la partie pigmentée visible de l'œil. Il est perforé au centre par la pupille. Et les corps ciliaires, qui se trouvent en arrière de l'iris. Il est composé d'un procès ciliaire et des muscles ciliaires. Cette tunique présente aussi la choroïde, qui est très pigmentée. La tunique la plus interne est la tunique visuelle. Elle présente la rétine, qui contient les photorécepteurs. Elle présente à décrire 2 zones particulières, qui sont le disque optique, les lieux d'émergence du nerf optique. C'est une tache aveugle. Elle ne contient pas de photorécepteurs. Et la fovea, qui présente une petite dépression. Cette zone est entièrement composée de cônes. C'est la rétine centrale, contrairement à la rétine périphérique, qui est riche en bâtonnets. Le cristallin, qui présente une lentille convexe naturelle, divise l'œil en 2 segments, un segment antérieur et un segment postérieur. Le segment postérieur contient une masse gélatineuse transparente non renouvelable dans mes humeurs vitrées. Et le segment antérieur contient un liquide transparent renouvelable dans mes humeurs aqueuses. Ce segment lui-même est divisé par l'iris en 2 chambres, une chambre postérieure et une chambre antérieure. L'iris est composé de 2 muscles, des muscles radiaires et des muscles circulaires. Le réflexe photomoteur présente la modification du diamètre pupillaire grâce aux muscles de l'iris, en fonction de la variation de lumière. Lorsqu'une lumière intense atteint l'œil, les muscles ciliaires de l'iris se contractent, causant la diminution du diamètre pupillaire. C'est ce qu'on appelle myosis. Elle est soumise à une innervation parasympathique. Par contre, la mydréase correspond à l'augmentation du diamètre pupillaire à l'aide des muscles radiaires de l'iris qui possèdent une innervation sympathique. L'accommodation visuelle présente le pouvoir de convergence du cristallin en fonction de la distance de l'objet à voir. La vision de proche stimule les fibres parasympathiques qui énervent les muscles ciliaires, causant leur contraction. Cette contraction augmente le diamètre du corps ciliaire, ce qui induit un relâchement des fibres zonulaires. Après ce relâchement, le cristallin n'est plus étiré, ce qui lui permet d'adopter sa forme naturelle, qui est plus bombée, avec un diamètre postérolatéral plus large et une puissance plus forte. Lorsque l'objet s'éloigne, le muscle ciliaire retourne à son état de repos. Ainsi, le cristallin se relâche passivement ou sous stimulation sympathique. L'effet de Purkinje. La vision des couleurs diffère dans les conditions scotopiques que dans les conditions photopiques. Chez l'être humain, en conditions photopiques, les couleurs qui tirent vers le rouge apparaissent lumineuses et très vives. Par contre, dans les conditions scotopiques, ils apparaissent sombres, tandis que les couleurs bleutées deviennent beaucoup plus lumineuses. On remarque ces différences grâce à l'existence de 2 types de cellules différentes au niveau de la rétine, qui sont les cônes et les bâtonnets. L'acuité visuelle présente le pouvoir séparateur de l'œil. On remarque en conditions photopiques, l'acuité visuelle est maximale au niveau de la fovea, grâce à sa richesse des cônes. Plus on s'éloigne, plus l'acuité visuelle diminue. En conditions scotopiques, l'acuité visuelle reste stable, sauf au niveau de la fovea, qui ne fonctionne pas en conditions scotopiques parce qu'elle ne contient pas des cellules bâtonnées. Au niveau du disque optique, on remarque que l'acuité visuelle est nulle dans les 2 conditions, scotopique et photopique, car elle ne contient pas des photorécepteurs, ni cônes ni bâtonnets. La rétine centrale se caractérise par une très bonne vision des couleurs grâce aux photorécepteurs cônes, qui convergent vers un seul interneurone. Par contre, la rétine périphérique se caractérise par une mauvaise vision des couleurs en conditions photopiques et par une vision achromatique en conditions scotopiques, parce que plusieurs cellules bâtonnées convergent vers un seul interneurone. Des chercheurs ont utilisé de l'atropine en collyre sur des personnes sans aucune affection oculaire pour voir l'effet de la lumière en cas de mydréase. Le résultat est une image avec une aberration chromatique et une aberration sphérique. Le cristallin prend la forme d'un prisme sur les bords. Ainsi, la lumière blanche qui traverse les bords se diffracte, ce qui explique l'aberration chromatique et sphérique. Donc, le rôle de réflexe photomoteur est de corriger les défauts optiques de l'œil, en empêchant les rayons lumineux de passer par les bords. La rhodopsine présente une protéine membranaire spécifique aux photorécepteurs bâtonnés. Cette molécule se forme et s'accumule dans l'obscurité. Elle résulte de la combinaison de l'opsine et du rétinal. La stimulation de la rhodopsine par la lumière décombinise et sépare l'opsine du rétinal. Cette action
est appelée décolorisation de la rhodopsine. En conditions photopiques, le seuil de stimulation est maximal. Lorsqu'on passe en conditions scotopiques, on remarque au niveau des cônes, le seuil diminue et il atteint une valeur limitée, d'où ils ne peuvent pas être stimulés au-dessus d'elle. Par contre, au niveau des bâtonnets, le seuil continue à se diminuer jusqu'à atteindre le zéro, ce qui signifie un unique photon dans l'espace peut les stimuler. Donc, c'est grâce aux rhodopsines que les bâtonnets sont très sensibles à la lumière et que les yeux peuvent s'adapter à la lumière. M. Lachton a fait des expériences sur une partie de la rétine pour démontrer le rôle des neurones dans la transmission des informations visuelles. Il a simulé certaines zones par des étroites barres lumineuses et maintient d'autres zones dans l'obscurité. Puis, il a enregistré les variations de potentiel d'action au niveau des deux zones. Il a remarqué la présence des variations du potentiel membranaire au niveau des deux zones, sombres et éclairées. Ceci s'explique par l'existence d'un réseau neuronal interconnecté. Donc, l'activation d'un neurone provoque l'activation des neurones voisines qui sont interconnectées. Les photorécepteurs sont constitués de 4 parties. Un segment externe qui contient les photopigments, la rhodopsine pour les bâtonnets et l'iodopsine pour les cônes. Les bâtonnets comprennent des saccules nommées disques libres, par contre les cônes contiennent des invaginations membranaires appelées replis membranaires. Ce segment est riche en canaux ioniques qui assurent l'entrée passive de sodium. Le segment intermédiaire contient un cil connecteur. Le segment interne contient les noyaux et les organites. Et enfin, le pied qui présente la terminaison synaptique. Les photorécepteurs sont les seuls récepteurs qui s'hyperpolarisent lorsqu'ils sont activés. On va zoomer cette partie du photorécepteur. Dans le cas d'obscurité, le guanylide C-classe transforme le GTP en GMPC. Ce dernier assure l'ouverture des canaux sodiques GMPC dépendantes. Après l'entrée du 1A+, la cellule devient beaucoup plus positive. Donc, elle enregistre une dépolarisation, ce qui permet l'ouverture des canaux CA2+ potentiels dépendantes au niveau de la terminaison synaptique. Ainsi, il y aura une sécrétion de glutamate de façon continue dans l'obscurité. C'est ce qu'on appelle courant d'obscurité. Maintenant, dans les conditions photopiques, la lumière va activer la rhodopsine, qui présente un photopigment composé de l'opsine associé à l'onde cis-rétinale. Alors, la lumière transforme l'onde cis-rétinale en tout transrétinale. Après, l'opsine va activer la transducine. La transducine va activer le phosphodiesterase, PDE. Ce dernier va transformer le GMPC en GMP. Le GMP ne peut pas ouvrir les canaux GMPC dépendantes. Et les canaux Na+, CA2+, ne peuvent pas entrer. Donc, la cellule va être négative. Il y aura une hyperpolarisation. Par conséquent, il n'y aura pas de sécrétion de neurotransmetteurs. Donc, la cellule bipolaire n'est plus inhibée. Elle sera dépolarisée et elle va sécréter la glutamate qui va stimuler les cellules ganglionnaires. À ce niveau, il y aura une génération d'un potentiel d'action. Les cellules ganglionnaires présentent les seules cellules qui peuvent produire un potentiel d'action. Le champ récepteur s'organise en 2 zones, arrondies et antagonistes, une zone centrale et une zone périphérique. Si la lumière touche la zone centrale, elle sera activée et le reste sera inhibé. Il va être considéré comme un bruit et vice-versa. Ainsi, l'information va être plus claire et plus précise. On a 3 types de cellules ganglionnaires. Des magnocellulaires, M ou Y, elles sont de grande taille. Des parvocellulaires, P ou X, elles sont très nombreuses. Et des cellules W, qui sont de petite taille, impliquées dans la coordination des mouvements des yeux. La réponse des cellules ganglionnaires peut être tonique dans le cas des cellules X ou phasique dans le cas des cellules Y. La réponse phasique peut être de type on remarque un potentiel d'action au début de stimulus, et une réponse off, le potentiel d'action est à la fin de stimulus uniquement, ou bien de type on-off, on remarque la présence d'un potentiel d'action au début et à la fin de stimulus. Maintenant, la réponse tonique. On peut enregistrer des potentiels d'action pendant toute la durée de stimulus, ou on peut enregistrer une absence de potentiel d'action pendant toute la durée du stimulus. À des fins descriptives,
On va diviser le champ visuel en champ visuel nasal et la rétine en rétine nasale du côté du nez, et en champ visuel temporal et rétine temporale du côté du temple. À propos de l'œil droit, la rétine nasale reçoit le champ visuel temporal et croise la ligne médiane au niveau de chiasme optique. Par contre, la rétine temporale reçoit le champ visuel nasal et reste ipsilatérale. La même chose pour l'œil gauche. Les fibres qui viennent de la rétine nasale croisent la ligne médiane au niveau de chiasme optique et les fibres qui viennent de la rétine temporale restent ipsilatérales. Les fibres du nerf optique vont se diriger vers les corps génuyés latérales. Ces derniers est formé de 6 couches. Les fibres ipsilatérales de la rétine temporale vont se diriger vers les couches 2, 3 et 5. Les fibres contralatérales de la rétine nasale vont se diriger vers les couches 1, 4 et 6. La même chose pour les deux côtés. Ensuite, les fibres vont se diriger du corps génuyé latéral vers le cortex occipital. Les fibres qui viennent des couches 1 et 2 forment le système magnocellulaire et les fibres qui viennent des couches 3, 4, 5 et 6 forment le système parvocellulaire. C'est la même chose pour les deux côtés. Le cortex occipital est formé de plusieurs aires. On a l'aire primaire V1, l'aire accessoire V2 et l'aire visuelle V3. Au niveau des deux hémisphères, les fibres du système parvocellulaire empruntent la voie ventrale et se projettent vers les cellules simples de l'aire primaire V1. Et les cellules simples vont se projeter vers les cellules complexes C de l'aire accessoire V2. Et les cellules complexes de leur tour vont se projeter sur les cellules hypercomplexes de l'aire visuelle V3. Et ainsi de suite. La même chose pour les systèmes magnocellulaires, sauf qu'ils empruntent la voie dorsale, et cette projection est la même sur les deux hémisphères, gauche et droit. On appelle les fibres qui viennent des corps génuyés latéraux des radiations optiques. On distingue deux grandes voies dans les traitements corticaux de l'information visuelle. La voie ventrale, qui identifie l'objet. C'est quoi cet objet? C'est la voie de quoi? Cette voie comprend plusieurs régions corticales, dont le cortex inférotemporal. Et la voie dorsale, celle de la position de l'objet. C'est la voie de où. Où est l'objet? Elle comprend plusieurs régions corticaux, dont le cortex pariétal. Lorsqu'on éclaire un seul œil, il y aura une myosis au niveau des deux yeux. Et pour expliquer cette réponse, on doit connaître les voies empruntées par les fibres des cellules stimulées par cette lumière. Le corps génuyé latéral envoie une collatérale vers le colliculus supérieur du mésencéphale pour contrôler les mouvements des yeux, et des collatérales vers les noyaux prétectaux. Ces derniers vont envoyer des collatérales vers les noyaux d'Edenver et Westphal, des côtés ipsilatéral et contralatéral. Et les noyaux d'Edenver et Westphal, à leur tour, vont envoyer des fibres vers les ganglions ciliaires. Et à partir de ces derniers, s'émerge le nerf oculomoteur qui énerve les muscles ciliaires et les risses et cause leur contraction. On appelle la contraction au niveau de l'œil stimulé par la lumière réflexe photomoteur direct. Et à cause des croisements au niveau du mésencéphale, on aura une contraction au niveau de l'œil non stimulé. On appelle cette réponse réflexe photomoteur consensuel.